apprend à vivre de l'intérieur. Pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, nous sommes à la fin du Paléolithique moyen et l'homme de Néandertal occupe l'Europe depuis près de 300 000 ans. Seulement, un petit nouveau toque à la porte. Épisode 2, Homo sapiens, c'est nous. Il y a longtemps, très longtemps, mais moins que pour Néandertal. Il y a en fait 195 000 ans environ, une nouvelle espèce du genre Homo voit le jour en Afrique. Puis migre, marche, explore, s'installe un peu partout à travers le monde. Cette nouvelle espèce arrive en Europe il y a 54 000 ans. Cette nouvelle espèce, c'est l'Homo sapiens sapiens, l'homme intelligent. Et ce petit nouveau-là va conquérir le monde pour ne plus le quitter. Homo sapiens sapiens, c'est Cro-Magnon, c'est nous. Si l'un d'eux prenait un train express dans le temps pour atterrir dans la rue au XXIe siècle, il passerait inaperçu. Avec un jean et des baskets, bien sûr. Lorsqu'il arrive en Europe, commence la dernière période glaciaire. Il fait donc de nouveau très froid. L'Europe ? Mais elle est déjà occupée. Les Néandertaliens sont déjà là. Assiste-t-on alors à une première guerre cruelle et sans merci entre deux représentants de l'espèce humaine ? En fait, nous ne le savons pas. Il est vrai que le territoire est vaste, que Néandertaliens comme Homo sapiens sont encore assez peu nombreux, et donc qu'ils ont assez peu de risques de se croiser. Mais dans ce cas, comment ont-ils pu réagir ? Au détour d'un sentier, un bruit, un mouvement. La famille des Néandertals est sur le qui-vive, prête à affronter un prédateur. Quel étonnement alors, lorsque non pas sur 4, mais sur 2 pattes, elle voit apparaître des hommes, semblables mais très différents. Sont-ils intrigués ? Ont-ils peur ? Se sentent-ils menacés sur leur territoire ? Côté Cro-Magnon, ils n'ont pas dû être rassurés non plus. Vous vous souvenez de la silhouette des Néandertaliens ? De leur visage sans sourcils qui ne leur permet pas de montrer facilement leurs émotions ? Face à ces hommes massifs, au langage différent, que décide Cro-Magnon ? Communiquer ? Ou attaquer ? C'est que parfois l'inconnu, ça fait peur. Mais après tout, on sait aussi que, d'une façon ou d'une autre, ils ont su dépasser ces craintes et ces incompréhensions pour entrer en contact, et parfois se mélanger. Car oui, nous portons des gènes néandertaliens en nous. Toutefois, quand, après 10 000 ans de coexistence tout de même, les derniers néandertaliens s'éteignent il y a 40 000 ans environ, les Homo sapiens sont désormais seuls maîtres à bord. Son surnom de Cro-Magnon, il l'a obtenu parce que c'est sur ce site du Périgord que l'on a trouvé pour la première fois un squelette de ce type. C'est un homme plus droit, plus grand, avec un menton et des sourcils. Ingénieux aussi. Grâce à l'invention de l'aiguille à chat, qui est le petit trou en haut, et du fil en boyau, les femmes peuvent coudre. Les peaux de bête ne sont donc plus seulement jetées sur les épaules, mais reliées entre elles pour épouser le corps et le maintenir plus au chaud. Le langage se complexifie. Avec les mots, les hommes désignent ce qui est et ce qui est pensé. C'est l'hiver. J'ai mal aux pieds. J'ai tellement froid aux mains. Papa et d'autres hommes de la tribu ont aperçu un nouveau troupeau de rennes. Vite, ils nous installent à l'entrée d'une grotte. Au fond, il y a peut-être un ours, puis repartent à sa poursuite. Maman le regarde partir avec un sourire. Moi aussi, je sais que papa est le meilleur chasseur. Il ne manque jamais son coup. Il m'a dit qu'il m'apprendrait bientôt à manier la sagaie et le propulseur. Avec le sien, papa envoie sa sagaie à plus de 90 mètres. Et quand sa proie est un peu moins loin que ça, elle ne lui échappe jamais. Tiens, mon frère commence à préparer du feu.
Je vais aller l'aider pour me réchauffer. Maman s'est installée à côté de nous. Elle a les traits un peu tirés. La fatigue, sans doute. Il faut repriser nos vêtements, alors je me saisis avec elle d'une aiguille en os pour y enfiler un boyau. Tiens, il n'en reste plus beaucoup. Espérons que la chasse soit bonne pour en mettre de côté. Les peaux de bêtes nous seront aussi utiles pour remplacer celles de nos tentes qui commencent à être trop usées. Voilà mon oncle. C'est le frère de maman. Il n'est pas très bavard, surtout quand il prépare ses pigments. Des jaunes, des rouges, du noir, du brun. J'adore le regarder préparer ses couleurs, ses pinceaux en poils de bête. Ses doigts gardent la trace des couleurs quand il peint avec les mains. Il a toujours l'air concentré. Ça doit être un travail difficile. Il regarde beaucoup les animaux rapportés de la chasse. Je crois qu'il essaye de les reproduire après. Maman dit qu'on a l'impression que ces animaux prennent vie sur la paroi. Il se redresse. Je lève vers lui des yeux implorants. Pas besoin d'en dire plus. Il a compris et acquiesce d'un signe de tête. C'est gagné, je peux le suivre. Sans un bruit bien sûr, pour honorer les animaux représentés sur les parois. Je me faufile derrière mon oncle, entre les rochers par de petits passages. On ne voit plus très bien, mais la flamme de la lampe éclaire juste assez pour savoir où je mets les pieds. Nous arrivons dans une grande salle. Je ne regarde plus du tout mes pieds. J'en ai le souffle coupé. À la lumière vacillante de la lampe, un troupeau de chevaux s'élance au plafond. Des taureaux dressent fièrement leurs cornes. Des bisons semblent s'avancer vers moi à la faveur des reliefs de la grotte. C'est magique. Mon oncle semble chercher à s'imprégner de cette nature qu'il a représentée, à l'honorer par son dessin. Un peu plus bas, sur la paroi, une main est imprimée sur le mur. Je la reconnais tout de suite. Elle a un petit doigt tordu. Mon oncle a laissé sa trace. Je m'approche, sans rien dire de cette empreinte, et pose ma main dessus. Elle est beaucoup plus grande. Elle me donne de la force. Plus tard, j'apprendrai aussi. Aujourd'hui, ces grottes peintes nous intriguent autant qu'elles nous attirent. Nous n'en avons pas percé tous les secrets, mais l'émotion qui en émane est puissante. Pourrions-nous toucher ces dessins? Peut-être plongerions-nous 36 000 ans en arrière. Nos ancêtres de la grotte Chauvet ou de celle de Lascaux ne sont finalement pas si lointains. Vers 9600 avant Jésus-Christ, un brusque réchauffement climatique se produit. Les glaciers ont reculé, la mer a monté, et en Afrique, le Sahara est apparu. Nous sommes entrés dans le Mésolithique. Nos ancêtres n'ont pas pour autant bouleversé leur mode de vie. Ils pêchent toujours, chassent toujours, et comme l'indiquent des coquilles de noisettes retrouvées, ils s'adonnent à la cueillette. À propos de chasse d'ailleurs, cela fait longtemps qu'ils ne chassent plus tout seuls. Les hommes de Cro-Magnon se sont créés un nouveau compagnon. Et oui, ce sont eux qui déjà ont domestiqué le loup, devenu progressivement un chien. Un compagnon fidèle et un exceptionnel allié pour la chasse. Avec lui, Cro-Magnon rapporte 3 fois plus de gibier. Au Mésolithique tout de même, ils ont également créé de nouveaux outils. Les harpons sont désormais en bois de cerf, et les sangliers ou chevreuils qui se multiplient sont de plus en plus chassés à l'arc. Des cerfs d'ailleurs, ils exploitent jusqu'aux dents. Leurs canines et leurs incisives, percées, deviennent des éléments de parure où, il est vrai, on trouve parfois quelques dents humaines. Le Mésolithique dure quelques 3000 ans, et bientôt s'annonce un très grand bouleversement. Un bouleversement? Quel bouleversement? Tu en apprendras plus au prochain épisode. À bientôt! Il y a du monde derrière cet épisode. L'alternative de la Ligue de l'enseignement du Var pour le studio, Spilson tenu par Alexandre Lubecht pour le studio, la technique et le montage, Garance Ninu et Benjamin Fenouillet pour les voix, Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught pour le texte.
Tout cela avec le soutien exceptionnel de François Vaught et de l'Éléphant Junior, revue de culture générale pour les enfants de 9 à 13 ans.